voyais pas avant. Donc, finalement, ça va, vous êtes là, vous qui êtes là, donc le merci que nous vous devons est d'autant plus intense que vous êtes peu nombreux et que vous avez eu, vous, le courage d'affronter la chaleur intense, mais un peu moindre qu'hier, 4 degrés de moins qu'hier quand même, voilà. Donc, merci, chers amis, parce que nous vous connaissons tous. Merci, chers amis, d'être là. Bon, cette année, évidemment, les circonstances sont un peu particulières, puisque notre parrain, Jean-Louis Trintignant, nous a quittés hier à 7 h du matin. Voilà, donc nous l'avons appris, nous, à midi. Et voilà, ça nous a beaucoup attristés. Et ces estivales, cette année, de toute façon, je voulais qu'elles lui soient consacrées. Et donc, autour de moi, on m'a dit, mais enfin, il est toujours vivant, on ne peut pas faire ça. Eh bien, elles lui sont doublement consacrées, puisqu'il est parti hier. Et donc, si vous assistez à toute la journée, comme je l'espère, vous aurez donc la conférence de Guy Orange que Alain, notre ami, vous présentera. Guy Orange qui vient pour la 2e fois à Aberdeen puisqu'il est venu il y a 30 ans déjà. Voilà, donc Alain vous en parlera, vous le présentera. Mais bon, donc je ne voulais pas commencer cette journée sans la dédier à notre très cher Jean-Louis. Voilà, donc nous allons la commencer par un poème qu'il aimait énormément, puisque depuis 2013, nos premières estivales, Jean-Louis y a toujours participé, et même l'année dernière, où il était déjà tellement mal, vous qui étiez là déjà l'année dernière et qui êtes fidèles aussi, vous aviez vu à quel point il était fatigué. Voilà, donc ce petit poème-là, Ma maison, de Prévert, lui est dédié, comme d'autres aussi dans le courant de la journée. Voilà. On l'avait dit aussi à une journée oui. où il avait eu une fracture du sacrum, il n'avait pas pu venir. Et les Berdinois, ils avaient pris la relève, ça se passait à Apt. Chez Blachère. Chez Blachère. Et donc oui, on avait au pied levé comme ça du jour au lendemain. On avait lu des poèmes qu'il devait lire. Et c'est nous qui les avions lus. Bon, je ne sais pas, certains peut-être s'en souviennent. C'était je sais plus. 2010. Et je voudrais, il faut que je dise aussi, vous avez vu qu'il y a une exposition photo là. L'exposition, ces photos, ce sont des photos de Chris Boyer. Chris Boyer, de son nom, ça c'est son nom d'artiste, son nom c'était Christian Kilguini, qui était arrivé à Aberdeen dans les années 90, 92, 13, et qui est resté 4 ans à Aberdeen au moins, et qui, avec d'autres personnes, de garçons qui étaient là, c'était pendant la guerre en ex-Yougoslavie, et les Berdinois, avec notre poids lourd, nous avions fait 6 ou 7 voyages en Croatie pour amener des vivres, voilà, des voyages humanitaires. Et Christian, qui était chauffeur poids lourd, qui avait passé son poids lourd à Aberdeen, a fait beaucoup de voyages. Mais sa particularité, c'est que c'est un excellent photographe. Il avait d'ailleurs une certaine notoriété, une belle notoriété à Marseille. D'ailleurs, vous avez un exemple dans ces photos qui sont exposées. Après son départ en 96, il est toujours resté très lié. Il était très lié affectivement avec nous. Il a fait partie même du conseil d'administration de l'association. Et il est décédé le 8 décembre 2021. Et c'est le jour où nous allions le visiter à à Marseille, avec Jean-Pierre, sachant qu'il était malade. Et il est mort. Il a attendu que nous arrivions pour partir. Voilà. Donc... et parmi nous, il y a Fred. Fred, voilà. Qui est un de ses amis. Et, qui est musicien et qui va animer cette journée. Cette journée. Et voilà. On est très content de l'avoir parce qu'on pense beaucoup à Christian. Voilà.
Donc, Christian d'un côté, et puis Jean-Louis de l'autre. Voilà, c'est une journée en même temps avec beaucoup de tristesse. Mais comme avait dit Jean-Louis, est-ce que la famille Cortellini est là ou pas? C'est triste qu'elle ne soit pas là, cette famille, puisque c'est par la famille Cortellini, c'est ma sœur. Et c'est par eux que nous avons connu Jean-Louis, par le domaine Rouge-Garance, dont Jean-Louis avait une petite participation. Normalement, il devrait être là, puisque, voilà, puisqu'ils ont été, ma sœur donc a été très très affectée, puisque ça fait plus de 30 ans que presque, bon, 2-3 fois par semaine, ils étaient ensemble. Bon, c'était vraiment de très très grands amis. Et mon beau-frère Bertrand était avec lui la veille de sa mort et il lui a dit adieu mon ami. Voilà, son dernier mot. Donc, laisse-moi reprendre un peu mon souffle. Parce que voilà, moi je suis très émotive, je ne fais pas assez de méditation, on m'a dit. Que si je méditais plus, si je faisais du yoga, je serais moins émotive et je gérerais mieux mes émotions. Sauf que mes émotions extraverties m'empêchent de me faire des cancers. Ouais. Donc j'arrive pas à changer. Donc j'ai toujours l'émotion qui est toujours là en train de vouloir sortir. Ouais, mais on s'en fout un peu. Hein. Voilà. On s'en fout. Mais bon. Alors on y va. Donc ce poème s'appelle Dans ma maison. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entré comme ça un jour. Il n'y avait personne, seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne, de toutes mes forces, cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous amènent très loin quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bête comme ses pieds, gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai et triste quand il est triste. Ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom, Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que 3 prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui, beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements. Et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras, et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison, qui n'est pas ma maison, tu viendras. Changement de registre. Chers amis,
C'est pour moi un grand honneur que de vous présenter Maître Guy Orange, qui est tout à la fois le président d'honneur de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition contre la torture, pour l'abolition de la torture, et qui est aussi l'ancien président du comité catholique contre la faim et pour le développement, plus connu sous le nom de CCFD, Terre Solitaire. Un grand honneur, vous dis-je, non parce que notre visiteur est un avocat international de renom, mais parce que ses activités et son influence tiennent les deux bouts d'une chaîne qui va du collectif le plus large à l'individuel le plus intime. Vous vous souvenez des paroles de Jésus en Matthieu 25 ? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité. Chaque fois que vous l'avez fait à ces plus petits qui sont mes frères, chaque fois, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces plus petits sont ceux vers lesquels se penche le CCFD Terre Solidaire. On pourrait objecter que des gouvernements riches se soucient d'aide au développement. Oui. Mais aucun de ces gouvernements ne le fait sans un arrière-plan politique, sans le désir de recevoir un jour une intéressante contrepartie. La force du CCFD, c'est d'aider à subsister, c'est encore plus d'apprendre à mieux vivre, et ceci sans aucun désir d'une quelconque rétribution, de quelque nature qu'elle soit. À l'autre bout de la chaîne, l'ACAT lutte contre tortures et peines de mort. Ici aussi, pas de politique, mais l'organisation de contacts individuels au profit de personnes maltraitées. Cette manière de procéder peut paraître dérisoire. Il n'empêche qu'il n'en est rien. D'abord parce que le détenu est plus résistant lorsqu'il se sait connu. Ensuite, parce que le bourreau est fragilisé, parce qu'il ne peut pas torturer ni tuer en toute quiétude. Au temps de la conquête de l'Ouest, on disait qu'un Indien dont on ne parle pas est un Indien mort. Aujourd'hui, l'ACAT parle. Elle parle, elle crie, elle parle des victimes, elle les nomme, suivant l'enseignement du prophète Ésaïe. Je mettrai en pièces les verrous, car je t'appelle par ton nom, pour que règne enfin la justice. C'est d'ailleurs de justice, celle des hommes, dont notre orateur a fait sa profession. C'est d'elle dont il fut question dans des procédures difficiles que l'on n'aborde qu'en fonction d'une impérieuse vocation. Et tu m'excuseras, cher frère, de ne pas avoir la moindre capacité à pouvoir en parler. Oui, je n'ai aucune capacité à vous parler des affaires où notre frère a tenté de maîtriser cette colère humaine qui n'accomplit en rien la justice, celle que décrit si bien l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, dans son épître. Oui, lui seul peut vous dire en quoi sa foi et son espérance l'ont conduit
vers ces horizons de paix et de justice qui réduisent peu à peu cette épouvantable démoralisation sociale si destructive. Merci donc, chers frères, merci d'être venus ici pour nous dire en quoi et comment nous pouvons nous aussi être davantage partie prenante d'une humanité plus juste et plus solidaire. Merci d'être là. Je ne sais pas si, chers amis, si Josiane maîtrise ou ne maîtrise pas ses émotions, mais moi je ne la maîtrise pas. Je suis très ému d'être là. À peu près 30 ans, je venais sur ces terres qui sont restées pour moi terres de lumière. Non pas que l'ombre n'y soit pas, mais terres de lumière. Donc, on peut se laisser aller à l'émotion. Surtout à Berdine, je crois. Merci Alain pour non seulement ce cheminement que nous avons fait depuis quelques semaines pour préparer, et puis ces 2 heures de voiture dans cette magnifique campagne, fatigante pour toi, mais très agréable pour moi. Et merci à chacune, à chacun de vous, de partager. Non pas de faire une conférence, mais de partager peut-être autour de ces mots, ombre, lumière de l'humanité, et j'ajoutais pour moi, en compagnie des chercheurs de l'aube. Vous voyez ce que c'est que l'aube? L'aube, pour certains, c'est encore la nuit, mais pas tout à fait. L'aube, pour d'autres, c'est déjà le jour, mais pas tout à fait. Et je crois très important pour moi de me retrouver sur cette terre de chercheurs de l'aube, c'est-à-dire de chercheurs au cœur de ces nuits de notre vie, de nos vies, au cœur de ces difficultés, de ces tensions, au cœur, on en parlera de toutes ces ombres, d'essayer, non pas de dire, vous inquiétez pas mes amis, comme on fait souvent, ça va passer, on rase gratis demain, etc. C'est pas ça. L'aube, elle est dans la nuit. L'aube, le matin qui va se lever, est déjà là lorsque je vis, lorsque nous vivons la nuit. Donc je vous dis un très grand merci, un merci très, très, très ému, et je crois tout à fait, en tout cas, hélas, trop rapide. Je l'ai expliqué à nos amis, je ne peux pas rester. La santé de mon épouse rend difficile de longues absences, et il s'est trouvé qu'en plus, nous avons à 19h à Paris à accueillir 2 de nos 7 petites filles. Nous sommes spécialistes des petites filles, une de 2 ans, une de 4 ans. Donc je ne voudrais pas laisser Blandine trop seule pour les accueillir et ensuite pour pouvoir les faire dîner. Donc je me propose peut-être en 30-40 minutes maximum de vous partager un certain nombre de ces convictions, de ces ombres et ces lumières habitées par l'aube, mais de le partager non pas d'une manière théorique. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un théologien, je ne suis rien de tout ça, mais peut-être d'éclairer ombre et lumière de notre monde, d'un certain nombre de rendez-vous d'humanité qui m'ont été donnés de vivre dans ces quelques années passées, dans ces quelques années qui restent à vivre. Très important pour moi de ne jamais couper, de ne pas mettre une frontière infranchissable entre les ombres et les lumières. Ils font partie du même monde, chers amis. Ça, c'est très important pour moi. Souvent, quand j'interviens auprès de très jeunes dans des collèges, ils m'écoutent gentiment, et puis au bout d'un quart d'heure, ils sont beaucoup moins patients que vous. Au bout d'un quart d'heure, il y en a toujours un qui me dit « Écoutez, monsieur, c'est bien ce que vous me dites, mais vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste ?» Je leur réponds, je ne peux pas être optimiste. Je ne sais pas si vous avez lu, certains d'entre vous qui lisent l'hebdomadaire La Vie,
l'avant-dernière éditoriale de Jean-Claude Guigbeau qui nous fait une description du refrain de catastrophe. Je ne peux pas être optimiste. Quand la guerre est là, quand la misère est là, quand la torture, Alain en parlait, est là, lorsque les blessures qui nous traversent sont là, l'optimisme n'a plus aucun sens pour moi. Alors je ne suis pas pessimiste non plus, parce que si j'étais pessimiste, je ne serais pas venu à Berlin. Ça, c'est très clair. Ce que j'essaye de répondre à ces plus jeunes, sans être ni pessimiste ni optimiste, j'essaye d'être aux côtés de ceux et celles qui n'acceptent pas l'inacceptable. Être aux côtés, avec mes petites faiblesses, avec mon manque de cheveux, avec mes cheveux qui commencent à blanchir, avec tout le reste, être aux côtés de ceux et celles qui n'acceptent pas l'inacceptable. C'est le cadeau qui m'a été fait à travers les différents services que j'ai pu rendre dans des associations, c'est de découvrir ceux et celles qui, aujourd'hui, au moment où je parle, n'acceptent pas l'inacceptable. Alors, peut-être pour moi c'est important de partir avec des hommes et avec des femmes, de partir bien sûr ici, avec toute la bergerie de Berdine, mais de partir aussi par exemple avec des femmes que je rencontrais au nord du Kivu. Le Kivu, c'est cette région qui est dans le Congo, qui borde l'est du Congo, vous savez, au cœur de l'Afrique. Il y a une association partenaire, une association de femmes qui s'appelle Ouaki, ça veut dire l'espérance. Et je leur demandais, lorsque je suis allé sur place, racontez-moi quel a été le partenariat entre vous et le CCFD Terre Solidaire. Oh ben voilà, me répondent-elles, on a demandé, ça remonte à une vingtaine d'années, on a demandé de l'ordre de 5 000 € sur 3 ans. Et je pensais que c'était pour reconstruire les cases, parce qu'il y a un volcan qui fait beaucoup de dégâts dans la région, ou je pensais que c'était pour payer la scolarité, parce que c'est dur de payer la scolarité. Non, elles me disent, chers amis, oui, nous voulions ouvrir une maison d'accueil pour les femmes violées. Et ces femmes qui me disaient ça, chers amis, c'est des femmes qui n'ont pas un sou, qui le matin à 5 heures prennent le gosse sur le dos, les deux à la main, vont sur les champs pour gratouiller. C'est les pauvres parmi les pauvres. Voici que ce sont les pauvres parmi les pauvres qui me redisent, il y a plus pauvre que toi, il y a plus pauvre que nous. Et surtout, et nous pouvons les écouter. Alors je parle avec sa femme d'Ouaki, je parle aussi avec Mamadou. Mamadou, c'est une histoire plus française. Mon épouse était bibliothécaire dans un quartier chaud de Paris, comme on dit. Et elle a vu qu'un certain nombre des jeunes qui venaient avaient des petites difficultés scolaires. Elle leur propose un petit accompagnement scolaire et elle demande à son papa, amiral dans la marine française, de venir 1h30 de trajet aller, 1h30 de retour, pour faire des cours de maths à Mamadou. Je pars avec Mamadou. Et les cours commencent et un jour, Blandine rencontre Mamadou. Alors Mamadou, t'es content de tes cours de maths? Elle pensait oui. Oh ben, il va me dire, j'ai eu 17 à ma dernière composition, ou etc. Mamadou va dire ceci, chers amis. Je pars avec lui. Mamadou va dire, madame, c'est super. C'est la première fois qu'on s'occupe de moi. Éveilleur de l'aube. Je pars avec Mamadou. Et je pars aussi avec quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai bien connu, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est l'abbé Pierre. Vous savez que le début de l'histoire de l'abbé Pierre, et en particulier des compagnons d'Emmaüs, c'est un dialogue entre l'abbé et un monsieur en grande difficulté qui sortait de prison. Georges. Georges vient voir l'abbé. Oh, l'abbé, c'est foutu. Pour moi, ma femme est partie, mes enfants m'ont renié. Je vais me suicider demain. L'abbé lui dit, Georges, tu sais, tu es libre, tu fais ce que tu devras faire. Mais c'est embêtant parce que je voulais te demander de venir m'aider demain à ramasser un certain nombre d'objets que nous allions revendre sur le marché. Je pars avec Georges, je pars avec l'abbé Pierre. Chers amis, partons
dans ces méandres des ombres et des lumières de notre humanité, partons avec ces hommes et ces femmes, partons avec vous tous et toutes ici à Berdine, qui disent, non pas demain il n'y a pas de problème, mais l'aube est là. Elle est dans nos cœurs, elle est dans nos projets, elle est dans nos intelligences. Moi j'aime bien la phrase du poète Apollinaire. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. Voilà ce que je vous propose autour de 3 mots. Ombre et lumière sur la dignité de la personne humaine. Ombre et lumière sur la libération. Ombre et lumière sur la fraternité. Je regarderai ma montre de temps en temps, non pas que je m'ennuie, mais parce que je veux que nous ayons aussi un temps de dialogue, et puis je devrais ensuite vous quitter. Les ombres, en ce qui concerne la dignité de la personne, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. J'ai repris les journaux d'avant-hier. Les dangers du pic de chaleur sur la vie des plus fragiles, la guerre en Ukraine et bien ailleurs dans le monde, les violences en particulier contre les femmes, la situation des Palestiniens et d'autres peuples, le projet anglais de renvoyer 7 demandeurs d'asile, faire traiter leur dossier au Rwanda, les suites du procès des attentats du 13 novembre 2015. Les avocats sont en train de plaider. L'inquiétant, titrait La Croix d'avant-hier, l'inquiétant décrochage des jeunes par rapport à la démocratie, mais par rapport à la vie en général. Et puis je relevais, c'est dans Le Monde, une chronique qui s'appelle « Le retour du monde d'avant, virgule, en pire ». Vous savez qu'on a pensé au monde d'après. Donc les ombres sur la dignité de la personne, c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Peut-être qu'il faudrait y ajouter toutes les ombres dans nos vies personnelles, toutes les ombres dans nos itinéraires, dans nos parcours personnels. Alors ça donne quoi? Ça donne ce que j'appelle le drame de la chosification des personnes. Tu vaux combien, toi? Va-t-on demander à un jeune. Et puis, la notion de déchet, en parlant des personnes humaines. Le pape François parle souvent de ça, de cette question des déchets, des personnes considérées par la société, ou une partie de nous-mêmes, parfois d'ailleurs, considérées par la société comme un déchet. Les procédures d'humiliation, ce que j'ai appris dans mon métier d'avocat et dans les différents services d'association, c'est ce refus des processus d'humiliation, conscients ou inconscients. Et je dirais, s'ils sont inconscients, c'est encore pire que s'ils étaient conscients. On l'humilie pour humilier, on fait attendre pour faire attendre, on fait peur pour faire peur, on dégrade pour dégrader. Et puis ça a été, vous imaginez bien, ma découverte de la torture, et je voudrais m'arrêter un peu à la fois sur cette ombre. Vous savez qu'aujourd'hui, au moment où je parle, dans la moitié des pays du monde, des hommes et des femmes sont torturés systématiquement. On pratique la torture systématiquement. Pour moi, brave petit bourgeois catholique, entouré, aimé, découvrir la capacité humaine de vouloir tordre. Torture, ça veut dire tordre, c'est pas tuer, c'est tordre. Tu deviendras ce que je veux que tu deviennes, tu me diras ce que je veux que tu dises. Tordre. Comment est-ce possible dans une intelligence, dans un cœur humain? Je vous avoue que ça m'a effondré. Et pourtant, je suis là. Je suis encore là. Parce que j'ai en même temps découvert, et je m'y appesantis un tout petit peu malgré le soleil et la fatigue pour vous, ce que j'appelle la dynamique des droits humains. Les droits humains, ça doit vous paraître bien loin. Ah ben oui, c'est une fantaisie d'avocat en retraite qui ne sait pas comment occuper son samedi matin. La dynamique des droits de l'homme, la dynamique des droits fondamentaux, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, ça a été le début de l'aube lorsque je rencontrais la nuit de la torture. Et si j'en parle,
c'est pour vous dire, ne laissons pas la dynamique, l'outil, la référence aux droits de l'homme, ne la réservons pas simplement à quelques illuminés ou à quelques, entre guillemets, prétendus idéalistes. Comment est-ce que nous allons, dans nos vies, dans nos communautés, dans notre société, peut-être dans notre bulletin de vote demain, comment est-ce que nous allons dire que cette dynamique de la dignité de la personne est importante? Simplement 5 points. 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'imagine que vous avez tous sur votre table de nuit la déclaration. C'est une petite feuille recto verso. Si vous ne l'avez pas, allez sur la machine, vous allez vous la servir gratis. 1948, 60 millions de morts, la bombe atomique, la Shoah, la déshumanisation systématique, l'ombre, la nuit. Et voilà que la lueur, cette déclaration de 1948, 56 pays vont dire 1. Les peuples du monde entier ont proclamé leur foi en la dignité de la personne humaine. Vous me direz, facile. Non. À Aberdeen, on sait ce que c'est. Les peuples du monde entier ont proclamé leur foi en la dignité de la personne humaine. Est-ce que chaque matin, nous sommes d'accord pour faire l'acte de foi? Ce n'est pas l'acte de foi religieux, c'est le choix, la conviction. Est-ce que nous sommes d'accord pour faire l'acte de foi en la dignité de la personne, des personnes que je vais rencontrer? C'est difficile. Et voilà ce que la dynamique des droits de l'homme nous dit d'abord comme fondement, c'est sur cet acte de foi, sur cette conviction que la personne est digne, c'est-à-dire qu'elle a une valeur que je ne maîtrise pas, que je ne peux pas définir et que je ne peux pas abîmer. Cette affirmation. Deuxièmement, à quoi servent les droits de l'homme? Le texte de 48 nous le dit, la méconnaissance des droits de l'homme a conduit à des actes de barbarie. En 48, on sait ce que c'est que la barbarie. Aujourd'hui, en 2022, on sait ce que c'est que la barbarie. Les droits de l'homme, ce n'est pas simplement un petit truc comme ça. C'est pour éviter que nous redevenions des barbares ou que nous ne le soyons davantage. Et en même temps que cet rappel de l'outil droit de l'homme pour lutter contre la barbarie était dicté en 48, ce même texte dit « Ensemble, on peut libérer l'homme de la terreur et de la misère ». L'acte de foi en la dignité, ces deux objectifs, contre la barbarie et pour la libération. Et le troisième acte, c'est la dignité, c'est pas simplement un petit slogan sympa, ça se décline en termes de droits et de devoirs. Évitons le problème qu'on rencontre très souvent, vous parlez toujours des droits, jamais des devoirs. Ceux qui vous disent ça, ce sont des gens qui n'ont jamais lu les textes en matière de droits de l'homme. Tous les textes de droits de l'homme parlent des devoirs. Car la dignité n'a pas de sens si elle ne se décline pas en termes de droits. Elle n'a pas non plus de sens si elle ne se décline pas en termes de devoirs. Je ne reviens pas davantage. Et c'est important de repérer aujourd'hui quels sont les rendez-vous où ces droits sont bafoués. Quels sont peut-être les lieux où ces devoirs devraient être ravivés. Une chose est importante, simplement, dans la dynamique des droits humains, en termes de droits et de devoirs. La personne qui n'a pas accompli ses droits n'est pas dépouillée. La personne qui n'a pas accompli ses devoirs n'est pas dépouillée de sa dignité. Et ça, c'est très important. Et ça rejoint ce que je disais à l'instant sur la chosification, sur le déchet. Il n'a même pas été capable de, etc. Et voyez, bon, la dignité est là. Voilà, cet outil droit de l'homme qui est ensuite proposé, pardonnez-moi le gros mot, aux responsables politiques et aux responsables civils de toutes les sociétés. Les droits de l'homme ont à se traduire en termes de construction sociale. Dernier aspect de cette dynamique des droits humains tout à fait importante, c'est que c'est un lieu passionnant pour ouvrir des alliances. J'imagine que nous sommes ici de convictions très très différentes les uns les autres. Et pourtant nous pouvons nous retrouver sur cet acte de foi commun en la dignité. Et donc, nous pouvons nous retrouver sur l'utilité qu'il y a à faire en sorte que ces droits soient respectés, que ces devoirs soient accomplis. Je m'arrête là. Mais pour moi, c'était le premier début de cette lumière dans l'ombre vis-à-vis de la dignité de la personne. Ce début, ça s'appelle les droits de l'homme. Et ne croyez pas que ce soit une fantaisie
occidentalo-chrétienne, comme on l'a parfois dit. J'ai pris ici la citation d'un responsable militant chinois. Il a été prix Nobel de la paix en 2010. Il a été emprisonné. Il est tombé malade. Et on l'a laissé mourir dans sa prison. En 2006, Liu Xiaobo écrivait « Après avoir fait la longue expérience d'une situation désastreuse en matière de droits de l'homme, le peuple chinois se rend compte plus clairement, chaque jour, que la liberté, l'égalité, les droits de l'homme sont des valeurs universelles, même pour les responsables chinois. » Ombre et lumière, je m'arrête là, ombre et lumière sur la dignité. Ombre et lumière sur ce que j'appelle le processus de libération. Je ne parle pas de liberté. J'aime bien le mot libération parce que je pense que la liberté, ça n'est pas un tout donné une fois pour tout. Ça n'est pas statique. La liberté, ça se conquiert, ça se défend, seul et ensemble. La liberté, ça se gagne. Donc j'aime bien le mot libération. Alors, les ombres, en ce qui concerne ce processus de libération. Là encore, le chapelet peut être assez long. Je vous donne quelques-uns de mes rendez-vous de ces ombres au regard du désir de libération qui vit dans l'individu et qui vit dans chaque peuple. Pour moi, la première ombre en matière de libération, c'est l'ombre de la solitude. Ce qui tue le plus aujourd'hui dans notre monde, quelle que soit la société, quel que soit le milieu social auquel vous appartenez, c'est la solitude. La grande ombre par rapport à l'appétit de liberté et de libération, c'est l'ombre de la solitude. Ou d'une solitude qui est parfois individuelle, mais d'une solitude qu'on voit aussi aujourd'hui qui se traduit dans des communautarismes. Vous savez, on se referme sur nos quelques certitudes et on se referme généralement contre d'autres. C'est le pire de la solitude. C'est l'île et on a cassé tous les vaisseaux. On ne peut plus en sortir. Ombre de la prison de la solitude. Ombre au regard de la liberté, de la libération possible, de la prison de la misère. Et j'ajoute de l'accroissement des inégalités. Oui, et je ne suis pas là, je ne suis pas du tout de ces gens qui critiquent tout le temps, etc. Donc je ne suis pas là pour faire une espèce de déploration. Mais depuis 20 ans, y compris dans nos sociétés, comme nos sociétés occidentales européennes, les inégalités se creusent. Comment voulez-vous donner un espoir de lumière, de liberté, lorsque le fossé entre les plus riches ou les plus puissants et les moins riches et les moins puissants s'agrandit? Vous connaissez ces chiffres, mais je crois important de se les redire, ne serait-ce que pour pouvoir en parler autour de nous, car tout ce que je peux vous dire, vous en êtes convaincus. Je sais bien, si vous êtes venus, vous savez déjà. Mais c'est peut-être pour pouvoir le partager ensuite avec d'autres. Plus de 10% de la population française, plus de 10% de la population française vit sous le seuil de pauvreté. Dans le monde, 10% des personnes les plus riches détiennent 75% des richesses. Dans le monde, 50% des plus pauvres, c'est-à-dire de l'ordre de 3,8 milliards de personnes, 50% des plus pauvres possèdent 2% du patrimoine mondial. Ombre sur la libération que cette réalité de la solitude, que cette réalité de la misère, que cette réalité des inégalités. Alors, les lumières qui sont là aussi présentes. Pour moi, chers amis, je vais vous faire un aveu. J'ai fait une expérience de ma vie extraordinaire. J'ai découvert, excusez la prétention,
que je pouvais être un petit sauveteur. Un petit sauveteur. Je n'ai pas dit un sauveur. Je vous explique. Je prends un exemple parmi des centaines. La CAT de Roumanie m'avait, il y a fort longtemps, demandé de venir la voir parce qu'il fallait visiter un condamné à mort dans cette région dont on parle pas mal aujourd'hui, à la frontière de la Moldavie. Vous avez une petite bande qui s'appelle la Transnistrie, qui est restée au modèle soviétique, ce que M. Poutine a très envie de récupérer pour faire le lien avec l'autre partie de l'Est de l'Ukraine. Et ils me disent, il faut que tu ailles voir ce condamné à mort, c'était un militant pour la liberté, c'est un militant pour les droits. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? J'ai 35 ans, petit avocat. Si, tu viens. Il m'emmène, on va en Moldavie, puis on va en Transnistrie, on a pu passer sans difficulté. On est reçu, c'était en plein hiver, par le vice-ministre de l'Intérieur. Il n'y avait pas de chauffage dans le ministère, donc il avait sa canadienne, son chapeau, etc. Et je viens lui dire, je viens vous voir parce que nous voulons rencontrer M. Ilashko. Quoi? Vous voulez rencontrer Ilashko? C'est un bandit, il est condamné à mort, c'est un voyou, etc. Bon. Monsieur le ministre, peut-être que vous pensez tout ça de lui, mais moi, j'ai derrière moi des milliers de personnes qui me disent il faut que Guy Orange le rencontre. On discute un quart d'heure, en bon avocat, j'ai finalement emporté la partie. Et ah ben tiens, allez, je vous donne ma voiture si vous voulez y aller. Non, monsieur le ministre, j'ai ma voiture, je vais y aller tout seul. Et me voici arrivé dans la prison. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un bunker de condamnés à mort. On a construit spécialement ce blocos sans fenêtre, bien évidemment, pour Ilashko. Condamné à mort, il devait évidemment y finir ses jours. Et voilà que tout d'un coup, je me rends compte, je suis en présence d'Ilashko. Il avait reçu depuis 4 ans une visite de la Croix-Rouge. Avec un interprète, on parle un peu, et au bout des 18 minutes convenues avec l'administration, il y a un gardien qui intervient. Il va falloir se quitter. Là encore, je ne peux pas maîtriser mes émotions. Vous dites quoi? Un homme condamné à mort. Je lui ai pris le bras. Et c'est lui qui m'a pris la main. Il m'a dit, mais remettez-vous, maître Orange. Je suis sauvé. Mais je lui dis, vous n'êtes pas sauvé, vous êtes condamné à mort. Il ajoute cette phrase, je suis sauvé, je ne suis plus seul. Chers amis, je vous en supplie, dans les situations de solitude que nous rencontrons, acceptons de prendre le risque de devenir très modestement, très petitement, très imparfaitement, des petits sauveteurs qui brisent la solitude. Non pas en réglant le problème politique, économique. Je n'ai rien fait pour faire changer le verdict qui condamnait Ilashko à mort. Il était sauvé, il n'était plus seul. 4-5 ans après, il a été effectivement libéré grâce à la pression de la CAT, peut-être des groupes d'ici, grâce d'Amnesty, Josiane s'en souvient, etc., etc. Petit sauveteur. Et voyez, ombre par rapport à la liberté et lumière que ces gestes sur la base des droits humains, car s'il n'y avait pas ces textes, je ne pouvais pas aller voir le ministre, bien évidemment. Lumière de cette solitude brisée, quelles que soient les difficultés dans lesquelles la vie de cet homme se poursuivait. Et je pourrais vous raconter comme ça des centaines de rencontres, mais je vous supplie de ne jamais oublier ce « je suis sauvé » d'Élie Ilashko. Lumière par rapport à ces ombres sur la libération, lumière de ce que j'appelle le combat intérieur, chers amis. Oui, nous sommes invités à avoir des convictions. Et nous sommes invités à creuser ces convictions. Et moi, il y a quelqu'un que j'aime bien dans ce domaine-là, c'est Albert Camus. Je ne le récupère pas parmi les croyants en Dieu, parce que généralement, surtout chez les catholiques, on a une grande tendance à récupérer tous ceux qui font des choses sympas pour penser que c'est un croyant qui s'ignore. Non. Camus ne croit pas en Dieu. Et voilà ce qu'il écrivait et ce qu'il disait dans un discours
de 1946 en parlant de sa découverte de la résistance. Nous avons cherché en nous-mêmes les raisons de cette révolte. Nous avons cherché en nous-mêmes les raisons de cette révolte. Approfondir les convictions comme une lueur possible. Nous affirmions que le processus était allé trop loin, qu'il y avait une limite au supportable. Simultanément, nous affirmions de façon positive quelque chose qui en nous ne pouvait se laisser indéfiniment humilier. En nous, quelles sont les raisons qui vont nous faire réagir contre ces processus d'humiliation, de chosification, de marchandisation? J'aime bien cet autre texte de Camus dans le livre Retour à Tipaza. Pour empêcher, donc Tipaza c'est un lieu magnifique en Algérie, ruines romaines, la mer est bleue, il y a tout ce qu'il faut, vraiment la description, le Club Med total, hein, ça c'est sûr. Voilà ce que lui, Camus, comment il vit ça. Pour empêcher que la justice ne se racornisse, ce combat pour ce qui est juste. Pour empêcher que la justice ne se racornisse, beau fruit orange, il fallait garder en soi une fraîcheur, une source de joie. Aimer le jour qui échappe à l'injustice. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y a en moi un été invincible. Chers amis, qui que nous soyons ici, seuls et ensemble, creusons pour redécouvrir, comme Camus, cet été invincible. Une autre lueur dans ce combat par rapport à la libération, au processus de libération, mais je vais passer vite, c'est la question de la parole. Vous imaginez que pour la parole, pour l'avocat, la parole c'est quelque chose d'important. Mais très souvent c'est du blabla pour gagner un peu plus de pognon. Très souvent, on m'a demandé, en particulier les plus jeunes, mais comment vous pouvez défendre telle personne, accompagner telle personne? Je lui ai dit, je ne défends pas une idée, je ne défends pas un acte. Je donne ma parole pour que sa parole soit entendue. Il n'y a pas d'acte juste possible, pas simplement pour la justice comme institution, mais dans nos relations. Il n'y a pas d'acte juste possible sans écoute de la parole. Et donc possibilité pour ceux, en particulier ceux qui en sont gênés, d'exprimer cette parole. Vaincre la solitude, c'est aider, avec des manières très différentes, pas forcément avec des grands discours. Ça peut être à travers des actions artistiques, ça peut être à travers une marche commune, ça peut être le travail que vous faites ici, d'aider l'autre, celui dont on ne veut plus entendre la parole, de l'aider à prendre la parole. Nourrir ses convictions pour aboutir à cette aube. Vous connaissez tous cette histoire du rabbin. Il y avait un rabbin, un grand maître, et ses élèves viennent lui dire, alors maître, dites-nous, quand est-ce que la nuit finit et le jour commence? Ombre et lumière, aube, crépuscule et aube. Est-ce que c'est lorsque je peux distinguer un chameau d'une antilope? Non, non, dit le maître. Est-ce que c'est lorsque je peux distinguer un palmier d'un dattier? Non, 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 c'est pas ça, dit le maître. Mais alors c'est quoi qui va me permettre de distinguer le jour de la nuit? Et le rabbin répond, lorsque dans ton cœur, tu rencontreras chaque homme, chaque femme, comme un frère, comme une sœur, alors l'aube peut commencer. Troisième lieu, ombre et lumière sur la fraternité. La fraternité, c'est le genre de tarte à la crème. Non seulement on l'a sur les frontons de nos mairies, mais si en plus on appartient à une communauté chrétienne, on se la rabâche, etc. Et le pape François, le pape catholique, a même sorti
un document qui s'appelle Tous frères, Fratelli Tutti. Qu'est-ce que c'est que cette fraternité? La fraternité, c'est à la fois une racine et un geste. La racine qui m'aide à faire le geste de tendre la main. Les ombres. Pour moi, l'une des ombres les plus fortes de nos sociétés d'aujourd'hui sur cette fraternité, c'est notre rejet, je dis bien notre rejet de l'étranger. Je n'ai pas besoin de rappeler ce que je disais tout à fait en commençant. Comment? Mais si je le dis quand même. Le journal Le Monde, à propos de ce projet du gouvernement anglais, donc de renvoyer 7 demandeurs d'asile en Rwanda pour que leur dossier soit traité au Rwanda, le journal Le Monde a titré « L'avion de la déportation ». L'avion de la déportation. Ombre sur cette fraternité. Et chez nous, surtout, chers amis, ne croyez pas que pour moi, il n'y a pas de problème, on est tous frères et sœurs, on s'embrasse sur la bouche, on s'accueille tous. Non, c'est pas ça. Je suis bien conscient de la difficulté de la rencontre. Mais ce qui me blesse, et ce qui est pour moi une ombre dans la société française et européenne, c'est qu'on a inversé le principe. Au nom de la fraternité, le principe, c'est l'accueil. Et après, on essaye de voir ce qu'on peut faire. Or, aujourd'hui, ce que je lis dans tout, je dis bien tous les programmes, ou quasiment tous, c'est le principe inverse. Comment on se défend. Et de temps en temps, comment on en laisse passer 2, 3, parce que quand même, on est gentil. L'ombre sur la fraternité, ce n'est pas qu'on ne soit pas capable d'accueillir tout le monde, c'est pas ça le problème. C'est qu'on ait inversé les principes qui organisent notre société, le principe de la fraternité qui est celui de notre devise républicaine qui doit être le principe de l'accueil. Et ensuite, on essaye socialement, politiquement, économiquement de voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Il faut être ensemble. On a inversé ça pour le remplacer par le principe du mur, le principe du refus, l'autre comme un danger. Pardonnez-moi si je suis un peu trop violent là-dessus, mais c'est quelque chose qui me blesse, au niveau de l'idée même. Ombre sur cette fraternité, c'est, et là encore, c'est pas tout blanc, tout noir. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire. Le retour de la réaction guerrière qui occupe toutes les lignes des journaux. Aujourd'hui, vous savez, vous voyez en grand titre, ou à la télé ou ailleurs, bravo pour les efforts de guerre. On parle bien sûr de l'accompagnement du peuple ukrainien qui se bat contre une guerre d'agression. Et je comprends très bien que l'on ait l'obligation de réfléchir à cet effort de guerre. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois ne soit pas cette insistance mise sur l'effort de guerre ne soit pas accompagnée par la recherche des chemins de paix? Je vous assure, nos 7 petites filles, elles ont besoin aujourd'hui qu'on leur décrive des chemins de paix possibles et pas simplement un réarmement possible. Ombre sur la fraternité, celui du refus des étrangers, ombre de la réaction guerrière, ombre de la crise de la démocratie, 52% d'abstention et incapacité que nous avons de faire vivre, du moins à grande échelle, car je ferai une distinction entre le local, où des modes de démocratie locale tentent petit à petit de s'inventer, et sur le plan national. Ombre concernant la fraternité, et c'est plus grave encore, de la crise de l'information vraie. On ne sait plus. Et on est capable, parce qu'on a aujourd'hui des moyens techniques extraordinaires, qui peuvent être très positifs, mais qui peuvent être aussi totalement négatifs. On est capable d'inventer une information fausse et de mobiliser tout un peuple sur des informations fausses et de créer une guerre, etc. Ombre sur la fraternité. Ombre sur la fraternité avec les gestes de terrorisme. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est dramatique. Alors des lumières, chers amis, au cœur de ces ombres, au cœur de ces ombres. Tout d'abord,
comme nous le faisons aujourd'hui à la bergerie de Berdine. Célébrons dans la joie. J'aurais pas le temps de partager le déjeuner avec vous, mais j'aurais bien aimé aussi le faire. Célébrons les gestes d'accueil dont la société française d'aujourd'hui est aussi capable. Personnellement, je suis fidèle de l'Église catholique. J'aimerais que la célébration soit d'abord celle de la vie, que la célébration ne tourne pas d'abord autour de nos incapacités, de nos péchés, de nos limites, mais qu'elle mette d'abord devant nous ces exemples de vie donnés, redonnés par l'accueil. Il m'est arrivé souvent de rencontrer des maires, et je leur disais, voyez, monsieur le maire, par exemple, à l'occasion d'un discours de début d'année, je ne sais pas pourquoi, mais le maire, généralement, début d'année, il raconte tout ce qu'il a fait de bien l'année passée. Moi, je disais, monsieur le maire, si vous pouviez citer les différentes associations, les différents lieux de cette société civile, les différentes communautés, qui sont des sources de vie, je vous assure que votre discours aurait plus de gueule. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours été très entendu. Mais célébrons, mais d'une manière volontaire. Pas simplement, oui, il y a aussi des belles choses dans la vie, non. Célébrons d'une manière en vie de communauté, en vie familiale. Comment, avec nos petites filles, je peux célébrer cette vie possible. Grande lumière, qui est toute cette mobilisation de la jeunesse autour du drame des déséquilibres écologiques que nous provoquons. Je crois qu'il y a là, non pas un remède miracle, une lumière n'est pas une baguette magique, c'est pas la solution, c'est pas parce que tout d'un coup vous avez une jeune, je sais plus ce qu'elle était, norvégienne, qui fait le tour du monde pour dire que les adultes sont des imbéciles, c'est pas ça. On va pas faire du miracle, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir combien ce qui est pour nous encore peut-être un souci trop intellectuel est devenu du vital dans une partie, petite, dans une partie de cette jeunesse. Lumière au cœur de cette ombre des déséquilibres écologiques. Et puis, et je m'arrêterai peut-être là-dessus, lumière, au nom de la fraternité, autour du mot partenariat. Il a été évoqué tout à l'heure, ce mot. C'est l'expérience du CCFD Terre Solidaire, aujourd'hui répandue et partagée par bien d'autres. Le CCFD Terre Solidaire, dès sa création, n'a jamais voulu faire pour, mais faire avec. Et ce mot partenariat, je souhaiterais que nous essayions de le décliner dans nos vies sociales, dans nos organismes, dans nos églises, si on appartient à une communauté d'églises, dans la vie politique. Le mot partenariat, où l'autre est central. C'est l'autre que je rejoins, qui me rejoint. C'est ensemble que des solutions vont être élaborées. C'est ensemble que des moyens vont être partagés et que cette fraternité va pouvoir redevenir réelle. Chers amis, j'ai terminé. Je m'en veux toujours de vous asséner trop de mes convictions. Vous n'êtes pas du tout obligé d'y croire. Mais je voulais vous revenir dire petite histoire. Pardonnez-moi si elle vient du monde catholique. Notre petit Martin, évidemment aujourd'hui avocat, notre petit Martin a 7-8 ans. Avec la Cat, on l'emmène dans une abbaye des moines. Le matin, j'arrive avec mon Martin et Blandine, on arrive et le frère portier de l'abbaye nous dit oh là, confie-moi Martin parce que toi tu as des discours à faire, tu as des choses à faire, etc. On confie Martin au frère portier et le frère portier trouve le meilleur moyen de le confier au frère vacher et ce matin-là, une vache trouve le moyen de mettre bas un veau. Vous imaginez le petit bourgeois parisien qui assiste à l'accouchement de la vache. Et il voit le frère vacher qui retrousse toutes les manches, les soutanes et tout pour faire en sorte que ça se passe mal. Je vous rassure, la maman et le bébé se portent bien. C'était la matinée de notre Martin. L'après-midi, on le retrouve
Et on va à la cérémonie de prière, qui s'appelle les vêpres. Il voit, on était ici avec notre Martin, il voit tout d'un coup arriver son frère Vacher. Et il demande à Blandine, mais c'est le même? Celui qu'il avait vu ce matin se débrouiller autant que possible avec sa vache. Ben oui, Blandine lui dit, toi, c'est le même monsieur. Et puis les moines commencent à chanter. C'est beau souvent les chants. On comprend pas, mais c'est beau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment, Martin se retourne vers Blandine en regardant les moines qui priaient. Oh, maman, regarde, ils font ça tellement sérieusement, j'ai l'impression qu'ils veulent réussir. Dans la tête d'un petit de 7-8 ans, qu'est-ce que ça pouvait bien signifier que voir des moines prier et dire ils veulent réussir? Ce que je nous souhaite, et je sais que c'est faisable, et que c'est déjà en route ici à la bergerie de Berdine,